Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, les représentants de 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé se sont virtuellement réunis ce lundi à l'occasion de leur assemblée annuelle. Au cœur de ces assises, la gestion de la pandémie de Covid-19. Nous irons au Maroc où de nombreux migrants d'Afrique subsaharienne sont privés de travail et d'accès à l'aide du fait de la pandémie de Covid-19. Cette fois, c'est la bonne. Après une première version fortement critiquée, la nouvelle statue du président Thomas Sankara trône désormais au Conseil de l'Entente à Ouagadougou depuis dimanche. Mais la polémique sur la ressemblance plane toujours. Une fois encore, bonsoir. Ouverture aujourd'hui de la 73e session annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Une réunion exceptionnelle sur 2 jours en visioconférence à laquelle prennent part 194 pays. Alors que l'Europe a franchi lundi une nouvelle étape dans son déconfinement, elle prévoit de présenter une résolution sur le Covid-19 et cherche un soutien pour son adoption par consensus. Pour le président chinois Xi Jinping, un éventuel vaccin chinois contre le coronavirus serait un bien public mondial. Arzouma Compaoré pour les précisions. Dès l'entame de cette réunion virtuelle à Genève, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a jugé que le monde payait au prix fort des stratégies divergentes face à la pandémie. De nombreux pays ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence, le virus s'est répandu dans le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du Sud où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs. Et nous risquons de nouveaux pics et de nouvelles vagues. Les pays présents à la rencontre espèrent adopter par consensus une résolution portée par l'Union européenne et demandant un processus d'évaluation des mesures prises par l'organisation face à la pandémie. Le président chinois a affirmé souhaiter une évaluation complète de la réponse mondiale, mais quand l'épidémie sera enrayée, et promis de partager un éventuel vaccin et d'allouer 2 milliards de dollars au combat mondial contre le Covid-19. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont tenu une conférence de presse lundi pour présenter une initiative franco-allemande alors que l'Union européenne peine à s'entendre sur une réponse commune face à la crise économique. Je suis convaincu que nous surmonterons la pandémie de coronavirus. Plus nous travaillerons ensemble à l'échelle internationale, plus rapidement nous y parviendrons. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement intervenant par visioconférence, dont le président sud-africain, ont apporté leur soutien à l'OMS. Malgré l'escalade des tensions entre Washington et Pékin, les pays espèrent adopter lors de cette réunion une résolution qui réclame l'accès universel, rapide et équitable de tous les produits nécessaires à la riposte contre la pandémie. Ils ont également relevé l'importance d'une vaccination à grande échelle contre le Covid-19 en tant que bien public mondial. En marge de cette réunion sur la pandémie qui a déjà fait plus de 315 000 morts dans le monde, les Espressios sont de retour en terrasse en Italie. La basilique Saint-Pierre et l'Acropole ont rouvert. En gros, l'Europe a franchi ce lundi une nouvelle étape dans son déconfinement, on le disait tantôt. Dans l'attente d'un remède, le monde s'efforce de relancer des économies asphyxiées, même si le coronavirus progresse, notamment au Brésil, en Inde ou en Afrique du Sud, et que rôde le spectre d'une deuxième vague de contamination. Troisième économie mondiale, le Japon a confirmé ce lundi être en récession. Très hostile aux mesures de confinement, le président brésilien Jair Bolsonaro a salué dimanche des centaines de ses partisans au mépris des règles de distanciation sociale. L'Inde a, à l'inverse, prolongé jusqu'à la fin mai les mesures de confinement en vigueur depuis fin mars. Le Maroc est devenu progressivement un pays d'accueil après avoir lancé 2 campagnes de régularisation pour les migrants ces dernières années.
Mais avec la pandémie du nouveau coronavirus, des milliers de migrants d'Afrique subsaharienne vivant dans le royaume sont privés de travail et d'accès à l'aide. Selon des groupes non gouvernementaux, des ONG notamment, au moins 20 000 personnes, en grande majorité originaires d'Afrique subsaharienne, sont prises au piège dans une urgence humanitaire, selon les organismes non gouvernementaux. Beaucoup d'entre elles travaillent dans le secteur informel, qui représente plus de 20% de l'économie marocaine, et ont tendance à vivre dans la précarité au jour le jour, même en temps normal. Nous, les migrants, on pense qu'après cette pandémie, nous devons vraiment changer notre façon de travailler. Donc, on doit vraiment se prendre en charge. On ne va pas compter sur d'autres personnes. On doit faire tout même pour créer des coopératives. Les femmes de ménage sans contrat et les marchands ambulants sans sécurité sociale paniquent maintenant et beaucoup ne mangent pas tous les jours. Tous les paniers alimentaires qu'on est en train de distribuer aux migrants, il n'y a que du riz partout. Tu vois, il y a le riz, il y a les pâtes. Donc aujourd'hui, tu manges le riz, demain tu manges les pâtes, après-demain tu manges le riz, après-demain tu manges les pâtes. Non, c'est insuffisant. C'est pas une bonne alimentation. Les fermetures de frontières et les restrictions de mouvements imposées pour combattre la pandémie ont occasionné de nombreux défis à surmonter chaque jour. L'Église catholique quand même nous a aidés un peu avec... actuellement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, donc on te donne seulement peut-être 1 kilo de riz. C'est insuffisant. On peut te donner un bon de 100 dirhams pour aller à des supermarchés pour retirer quelques frais, quelque chose pour manger. Mais c'est difficile. Selon les organismes de défense des droits humains, le Maroc a accordé une aide financière aux employés et aux travailleurs du secteur informel qui ont perdu leur emploi pendant la crise. Mais aucune mesure de ce type n'a été prise pour les migrants. Même ceux qui sont légalement dans le royaume ne bénéficient pas de l'aide accordée aux Marocains par l'État. Oumou Dakio, une habitante du quartier Red Hook à New York, est une survivante du nouveau coronavirus. Après son combat contre la maladie et plus d'1 mois de confinement, elle revient sur son calvaire dans cette interview réalisée par Arzouma Compaoré. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumou Dakio. Je suis une survivante du Covid-19. Le 27 mars 2020, dans la soirée, j'ai été détectée positive du coronavirus. Ça n'a pas été facile pour moi, mais j'ai réussi à vaincre la maladie parce que j'ai suivi les conseils d'abord. Je me suis mis en quarantaine, j'étais en quarantaine. Les 2 premières semaines, ça n'a pas été facile parce que je ne pouvais pas me lever pour manger. Quand on m'amène à manger, il faut 2 jours ou bien 1 journée et demie avant que je puisse descendre chercher la nourriture. C'était pas facile pour moi. Les 2 premières semaines, en tout cas, ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Et il n'y a pas de remède, mais moi, je prenais beaucoup le gingembre, citron et le miel. Et je prenais aussi la paracétamol pour la fièvre. Je prenais les tisanes africaines, les tisanes Kenkeliba, beaucoup de vitamine C. Je prenais beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamine D. Aujourd'hui, je n'ai pas de séquelles. Juste que je suis devenue paranoïaque quand je sors, quand je reviens à la maison, je veux rien toucher en fait. Je veux aller me laver les mains. Je suis devenue paranoïaque en fait. Moins de choses, j'ai l'impression que je peux chipper ça encore. Comment ça a impacté votre vie personnelle à la maison? Comment votre époux il a réagi? Il a eu vraiment peur. Peur. Parce que lui, il venait rester dans la voiture devant la porte. Ce que nous, on faisait, j'allumais mon ordinateur sur Skype et il veille sur moi. Il est au dehors, il allume aussi son Skype et il veille sur moi si au cas où si je n'arrive pas à respirer pour qu'il puisse appeler l'hôpital. C'est comme ça on faisait durant les 2 semaines. Chaque nuit, il est dans la voiture, lui veille, il a eu vraiment peur. Et maintenant que vous êtes en meilleure santé, comment se sont passées les retrouvailles alors? Ah, c'était bien. Et on s'est retrouvés, c'était dans le mois de carême, on a prié ensemble, on a remercié Dieu. La première fois que j'ai fait la vidéo avec vous, il y a
beaucoup de personnes qui m'ont contacté, que je ne les connaisse même pas, de partout dans le monde entier, qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu. Et jusqu'à demain, il y en a qui continuent toujours de prendre de mes nouvelles. Tiens bon, ma soeur, Dieu est grand, il faut faire ça. Il y en a qui me donnent des remèdes aussi. Il faut faire, bon, c'est toujours les mêmes remèdes. Essaie de faire le gingembre au citron, essaie de faire ça. Il faut t'accrocher, tu iras mieux. Chaque jour. En fait, c'est ça. Les gens me réconfortaient, me donnaient la force de vivre, me redonnaient confiance en moi-même de savoir que je vais vivre. Je peux vaincre la maladie. Il y en a qui sont rentrés dans cette maladie et qui sont pas sortis. Et moi, si j'ai eu cette chance, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je ne finirai jamais de rendre grâce à mon Dieu de m'avoir donné le souffle de vie encore. Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs conseillers municipaux, un scrutin terni par les risques de contagion du nouveau coronavirus et les appels au boycott de plusieurs partis d'opposition. Lors d'un point de presse, la plateforme des organisations de la société civile n'a noté aucun incident majeur sur le territoire. Et selon plusieurs observateurs, le taux de participation reste moyen sur l'ensemble du pays après dépouillement des bulletins dans plusieurs bureaux de vote. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant une semaine. Au Burkina Faso donc, après une première tentative l'année dernière, la statue du président Thomas Sankara trône désormais au Conseil de l'Entente à Ouagadougou depuis ce dimanche. La première version avait été vertement et fortement critiquée et le comité international chargé de la réalisation du projet avait été obligé de demander à l'artiste de reprendre l'œuvre. Cette fois-ci, si la nouvelle statue semble acceptée par beaucoup, elle ne met pas fin à la polémique sur la ressemblance. Des témoignages recueillis à Ouagadougou par notre correspondant sur place, Lamine Traoré. Au-delà de toute œuvre humaine qui n'est pas, qu'on peut dire, je dirais que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais déjà ce que nous, la famille, nous saluons, c'est déjà l'engagement, c'est déjà le courage, l'honnêteté, c'est ce que nous saluons d'abord. Un point personnel, franchement je suis ému de l'œuvre, en tout cas de tous les efforts acquis à l'œuvre. Vraiment, je dis bravo à toute l'équipe qui a confectionné l'œuvre. Vraiment, il faut des exemples comme ça pour que nous puissions, vous voyez, bâtir le Faso. Au début, ça ne ressemblait pas à Sankara, mais actuellement, j'ai vu l'image de plusieurs côtés et je salue l'œuvre et toute l'équipe et le travail qu'ils ont abattu derrière pour pouvoir donner ce résultat-là actuellement. On est très fiers. Le sentiment de fierté, de dignité, d'intégrité et de sociabilité. Parce que Sankara, c'était un homme intègre. Il a incarné toutes ces valeurs, en tout cas cathédrales. Ce sont ces sentiments qui m'animent beaucoup. Et cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Ouais, et tout le monde est content parce que vraiment, ça ressemble vraiment à Sankara. Voilà. Et on est vraiment content de revoir Sankara pour plus d'une fois, en tout cas, on est content de le revoir encore. Et ça nous donne des sentiments de fierté, de dignité, comme ce que je l'ai dit auparavant, sincèrement. Parce que son histoire sera vraiment gravée dans nos mémoires. Sur ces cendres, dans cette ne sont pas celles qui ont été utilisées pour réaliser l'œuvre qui est ici présente. Vous regardez chez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Lydon, de retour avec vous. Dans le cadre de notre série quotidienne À quand la reprise, nous allons aujourd'hui au Cameroun pour faire la connaissance d'Ayangma Théodore Pépin. Il est directeur général d'ATP Koto, un garage situé au quartier Fouda à Yaoundé. Il nous explique comment la crise du Covid a affecté ses activités et comment il a pu s'adapter à de nouvelles réalités. Suivons. Je m'appelle Ayangma Théodore Pépin, je suis le directeur général du groupe ATP Koto. Le confinement a eu un impact très sérieux dans ma vie personnelle et au niveau de mon entreprise. Parce que lorsqu'on a confiné, on a décrété le confinement, les gens se sont permis, n'est-ce pas, de ne plus venir au boulot à cause du confinement. Et nous avons eu des retards jusqu'à présent, des retards de paiement. Celui qui doit, n'est-ce pas, enregistrer un dossier, on va vous dire qu'il a eu 2 semaines de confinement. Celui qui doit, n'est-ce pas, payer, on va vous dire qu'il a eu 2 semaines de confinement. Les sociétés avec lesquelles nous travaillons ont fermé et puis les sociétés avec lesquelles nous travaillons trouvent des difficultés de paiement. Et puis nous commandons beaucoup le matériel parce que le matériel actuellement, il n'y a plus de matériel à cause du confinement. Tant qu'il n'y aura pas l'ouverture au niveau des aéroports, les vols et tout, ça sera difficile. Tant que les frontières seront encore fermées, ça sera vraiment difficile. Parce que nous avons commandé, il n'y a plus de pièces pour remplacer dans des véhicules. Il n'y a plus de pièces. Donc c'est vraiment difficile. Sinon, au niveau du Cameroun, au niveau du pays, bon, ça va. On essaie de faire avec le peu qu'il y a sur place. On était obligé de respecter les autorités, les règles de l'autorité. Parce que quand l'autorité dit de fermer à 18 h, on n'a pas de choix, on est obligé de respecter. Mais je vous dis encore que ce confinement a eu vraiment un impact très sérieux au niveau de la vie personnelle des uns et des autres et des sociétés. Nous faisons tout ce que le gouvernement demande de faire. Nous avons là un récipient où il faut laver les mains, il y a du savon, il y a du gel, j'ai mon masque ici, que je peux mettre là maintenant. Je peux porter mon masque, ouais, pour vous montrer que voilà, j'ai mon masque. Et puis aussi, j'ai mon personnel, chacun a son masque. Et tous ceux qui arrivent ici, qui foulent leurs pieds ici, lavent les mains et puis on leur met du gel. On n'a pas encore reçu les aides du gouvernement. Pendant peut-être que ça va venir, quoi. Ça va venir. C'est une joie parce que ceux qui n'étaient pas là, qui pouvaient, n'est-ce pas, nous délivrer certains documents, sont déjà là. Parce qu'on était vraiment bloqués. C'est vraiment une joie comme il y a eu reprise. Comme chaque lundi, c'est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech et c'est avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrotech. Aujourd'hui, nous allons à Moscou, en Russie, pour découvrir 2 jeunes étudiants africains qui se sont lancés dans l'intelligence artificielle. Alors, je vais retrouver Bonaventure Dossou et Chris Emezue. Chris, que pouvez-vous nous dire sur votre expérience en Russie en tant qu'étudiant et en intelligence artificielle? Y avez-vous trouvé d'autres Africains partageant les mêmes intérêts pour l'IA?
path that you guys are doing? Lorsque nous avons découvert l'intelligence artificielle et la science des données, nous avons commencé à imaginer plein de projets, des projets que nous voulions créer et améliorer beaucoup de choses. En ce moment, tout le monde s'intéresse à l'IA à travers le monde. Dans le domaine de la vision par ordinateur, il y a tellement de solutions qui existent déjà. En matière de traduction automatique, la plupart des langues sont prises en compte, telles que le mandarin et autres. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous intéresser aux langues africaines? Et donc, il y a un an, cette forte ambition est née. Nous avons ensuite découvert cette communauté appelée Masakene Community, où plusieurs chercheurs travaillent sur les langues africaines. Ils nous ont déjà beaucoup aidés et guidés, même sur le projet que nous développons en ce moment. Bonaventure Dossou, vous vouliez être à mesure de comprendre le fond, donc le langage dans lequel votre maman vous parle le plus couramment. Vous avez décidé d'utiliser de l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème. Parlez-en nous. Maman ne peut pas écrire le fond est beaucoup plus tonal, et donc elle parle plus. Et parfois, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Et donc, parfois, il y a ma soeur qui rentre dedans. Donc, ce projet a une valeur un peu familiale et personnelle pour moi, dans le sens où je voudrais être en mesure, en fait, de casser cette barrière-là. On a commencé par le fond. Comme Chris l'a dit, il y en a qui, dans la communauté de recherche, il y en a qui travaillent sur le Yoruba, d'autres qui travaillent sur le Swahili, d'autres sur le Hausa, ainsi de suite. Pouvoir mettre tout ça ensemble et avoir un traducteur qui ne dépend pas de Google et qui, contextuellement, est en mesure de retranscrire, en fait, le sens, en fait, des phrases africaines. Donc, si par exemple, je suis en train de parler français, l'application doit être en mesure de pouvoir retranscrire avec le sens, le maximum possible retenu, ce que je veux dire en fond. Pour que quelqu'un, une grand-mère, une arrière-grand-mère qui n'est pas allée à l'école, qui n'a rien, en fait, qui ne connaît rien du français, puisse quand même communiquer. Comment FFR fonctionne? Comment est-ce que ça marche? Quelle est la technologie qu'on retrouve à l'intérieur de cette application? Le système est actuellement fait d'une architecture d'encodeur et de décodeur avec un mécanisme d'attention. Comment le mécanisme d'attention marche? Par exemple, on est humain, donc par exemple, je m'appelle Bonaventure Dossou. Au départ, je n'ai rien, donc au départ, j'ai je. Donc, il y a, bien sûr, dans le système, bien sûr, il y aura je. Ensuite, il y a m'appelle. Je sais que quand je dis je ne peux pas tout de suite mettre, je sais pas, un adverbe ou bien, il y a des règles quand même à suivre, en fait, que nous, humains, naturellement, on arrive à comprendre et qui donnent un sens, en fait, à la phrase. Il sera en mesure de comprendre le sens de la phrase en tenant compte du m'appelle qui est venu et ensuite du je qui était au départ. Et ainsi de suite, ça va parcourir tous les différents mots de la phrase dans le je, le m'appelle, le Bonaventure et le Dossou, et finalement produire quelque chose à la fin. Bien sûr, il y a assez de mathématiques derrière, assez de probabilités, de statistiques derrière, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est facile d'être un étudiant africain en Russie? Je dirais non. D'abord, ce n'est aucunement facile d'être un étudiant africain, c'est-à-dire quitter le parent et d'aller à l'extérieur. Encore plus en Russie, non. Par la grâce de Dieu, on a fini, on a passé nos examens et on sera diplômé bientôt avec honneur, comme on le dit. On a été d'ailleurs désignés les 2 meilleurs étudiants de notre université. Donc, ça a pris vraiment assez de force, de courage et il y avait des temps durs. Donc, il faut vraiment une grande force pour pouvoir, en fait, se sortir du lot. C'est ainsi que nous refermons cette page de Afrotech pour cette semaine. Je vous dis à lundi prochain pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. On ne quitte pas tout à fait la technologie. Le commerce électronique au Sénégal a explosé pendant la pandémie du nouveau coronavirus. Rapidos, une entreprise spécialisée dans le domaine, tente de répondre à la demande de livraison à domicile. De la commande sur sa plateforme à la livraison, il s'occupe de tout. Plus de détails avec Blanche Sanou. Avec la pandémie de Covid-19, le gouvernement avait fermé les marchés et restreint la circulation des biens et des personnes. Ce changement brusque a poussé certains consommateurs à se tourner vers des plateformes de commerce électronique.
Nous, on leur offre une opportunité de continuer à vivre normalement sans pour autant se déplacer. Ça veut dire que vous êtes chez vous, vous faites vos courses et vous avez le choix sur la plateforme du supermarché que vous voulez et être livré à temps. Rapido, c'est une nouvelle plateforme sénégalaise créée il y a 2 ans et qui a des partenariats avec des supermarchés, des boulangeries et des pharmacies. L'entreprise a connu maintenant une hausse de ses ventes en ligne car le secteur séduit de plus en plus une population jeune et urbaine qui a accès à Internet. Aujourd'hui, notre activité de livraison a augmenté de 90% à cause de la plateforme en ligne. Ça veut dire que ça a explosé en termes de livraison. Ça montre que les gens, ils utilisent nos services. Ils vont sur la plateforme, ils font leurs courses. Seydou Sall pulvérise un antiseptique sur des sacs de nourriture fraîchement déposés par l'entreprise de commerce électronique à son domicile dans un quartier chic de Dakar. Oui, absolument, ça m'allège la crainte pour tout contact avec l'extérieur, déjà, éviter l'éventuel contact avec les gens qui ont le virus. Et franchement, ça m'évite le déplacement. Selon un rapport des Nations Unies, le commerce électronique en Afrique est toujours à la traîne par rapport à d'autres parties du monde. Seuls quelques 21 millions de personnes ont fait leur achat en ligne en 2017 en Afrique, ce qui ne représente que 2% du total mondial. La moitié de ces acheteurs sont également concentrés dans seulement 3 pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya. Le commerce électronique a néanmoins augmenté de 18% par an depuis 2014 selon le rapport et il attire de plus en plus les investisseurs. Du Sénégal, allons en Tunisie. Malgré les perturbations causées par la pandémie du nouveau coronavirus, une entreprise tunisienne est déterminée à aller de l'avant avec le lancement du premier satellite tunisien. Telnet Holding prévoit de lancer le nanosatellite Challenge One en juillet prochain à partir du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il sera assisté par des vaisseaux spatiaux russes Soyouz. Avec le montage de Lionel Gaïma, Jacques Aristide nous en dit davantage. Mohamed Saddam est propriétaire d'une boutique de souvenirs dans la ville balnéaire de Sidi Bou Saïd en Tunisie. Célèbre pour ses constructions blanches aux portes et aux fenêtres bleues, cette cité touristique est aujourd'hui quasi déserte. Pas de visiteurs à l'horizon, juste quelques locaux dans les ruelles. Pour nous, normalement, la saison, elle commence là maintenant, avril, mai. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent, il y a énormément d'étrangers. Et normalement, c'est la saison, mais là, on ne peut pas ouvrir, on ne peut rien faire. On est obligé de rester fermé. On attend tout simplement l'espace aérien, les touristes qui reviennent en Tunisie. Le coronavirus est un nouveau coup dur pour le secteur du tourisme tunisien qui commençait à peine à se remettre d'une série d'attaques meurtrières en 2015. Là, pour moi, au jour d'aujourd'hui, l'année 2020 est foutue pour nous parce que les touristes ne vont pas revenir du jour au lendemain suite au Covid-19. Donc on est obligé d'attendre. Mohamed explique que le tourisme tunisien est très dépendant des voyageurs européens et américains. Il estime que tant que les frontières ne seront pas rouvertes, la situation risque de ne pas s'améliorer pour les commerçants tunisiens. Mais il espère que les scientifiques feront bientôt des progrès dans la recherche d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Ici en Tunisie, aujourd'hui, on dépend du résultat des chercheurs, s'ils vont nous trouver vraiment un remède pour le Covid-19, tout simplement. Donc si ça va être réglé, je pense que tous les espaces aériens vont être ouverts, il y aura plus de monde qui va revenir en Tunisie et la vie reviendra. La vie reviendra à la normale, tel est le souhait de Mohamed et de milliers de commerçants tunisiens. Le ministre de la Santé a appelé la population à rester vigilante après l'assouplissement des mesures de confinement. Cette semaine, les coiffeurs tunisiens ont officiellement rouvert leurs portes. Quant aux cafés et aux mosquées, ils doivent rouvrir le 24 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée.